Voici Washington DC, un district fédéral qui est la capitale de l'économie la plus importante et la plus puissante qui ait jamais existé. Avec un peu de chance, tous les internautes le savaient déjà, mais ce qui est intéressant, c'est que cette zone spéciale, qui n'est ni une ville, ni un État, ni une municipalité, abrite techniquement l'une des économies locales les plus productives et les plus complexes du monde. Bien qu'elle soit beaucoup plus grande et beaucoup plus peuplée, elle a un PIB par habitant plus élevé que celui de Monaco, qui est essentiellement une nation consacrée au stationnement de super yachts et à l'aménagement d'un casino. Malgré cela, DC et toutes ses bizarreries techniques sont techniquement plus productifs. Que se passe-t-il donc ici ? L'économie de cette ville est vraiment intéressante pour plusieurs raisons, notamment parce qu'en plus d'être l'économie distincte la plus riche de la planète, elle pourrait aussi être l'une des plus inégales. De plus, il est presque inévitable que les appels à ce que cette région spéciale devienne son propre État indépendant s'intensifient dans les années à venir, et il est important de comprendre ce que cela signifierait. Et même si certains de ces chiffres économiques sont des détails techniques, soyons honnêtes, les détails économiques sont amusants et ils peuvent nous en apprendre beaucoup sur la manière dont ces mesures fonctionnent et sur leurs limites à raconter une histoire complète. Donc, qu'est-ce qui fait de Washington DC l'économie la plus productive du monde ? Qu'adviendrait-il de cette économie si elle devenait un État indépendant ? Et enfin, comment cette richesse a-t-elle créé une égalité aussi extrême ? Une fois que nous aurons répondu à toutes ces questions, nous pourrons placer Washington DC sur le tableau de classement de l'économie expliquée pour voir comment elle se situe par rapport aux États américains et à des économies nationales entières. George Washington a pris la décision de placer la nouvelle capitale de la nation le long du fleuve Potomac, entre la Virginie et le Maryland, avec un périmètre maximum de 25 km². Il est mort un an avant que la ville ne tienne sa première réunion du Congrès après le déménagement officiel du gouvernement de Philadelphie. Mais en guise de consolation, la nouvelle capitale a été nommée en son honneur. La Constitution a fait de cette ville une entité fédérale, dépourvue des droits conventionnels accordés aux États du pays. Une question qui continue de poser des problèmes à la ville et à ses habitants supposés riches. Washington abrite bien sûr de nombreux programmes gouvernementaux de haut niveau et sert de plaque tournante aux services nationaux qui y installent leur siège. Le FBI, l'ATF, l'EPA et bien d'autres utilisent Washington comme base principale, à ceci près que ces agences ont des bureaux importants sur l'ensemble du territoire américain. L'important est que les dirigeants restent près de la capitale, et c'est l'objectif principal du gouvernement fédéral depuis la création du pays. En tant qu'hôte de tous ces sièges de pouvoir majeurs, où les décisions fédérales sont prises, la ville bénéficie de ressources considérables de la part de groupes industriels, d'organisations à but non lucratif, d'organismes citoyens et même de gouvernements étrangers qui souhaitent avoir un semblant d'influence sur le processus législatif. Des entreprises comme Capital One, Marriott, Amtrak et IBM ont toutes choisi DC comme siège social, car elles savent que plus elles sont proches du pouvoir législatif, plus elles ont de contrôle sur leur avenir financier respectif. Bien entendu, c'est là que les cabinets d'avocats et de lobbying entrent en jeu, ce qui peut inclure des dons aux whips et autres membres influents du Congrès, ou l'obtention d'une personne ou d'un groupe proche de ces personnalités pour qu'elles fassent tous les discours à leur place. Rien qu'en 2023, des entreprises de médias sociaux comme Facebook, TikTok, X ou Twitter, Snapchat et Discord ont versé un total combiné de 30 millions de dollars à 142 lobbyistes pour influencer les réglementations fédérales. Beaucoup d'argent est également injecté dans la petite ville directement par des gouvernements étrangers. En fait, le lobbying étranger est omniprésent à Washington dans le but de freiner ou d'imposer des politiques visant à atteindre leurs propres objectifs internationaux et avec cela une grande quantité d'argent. Cela n'a évidemment pas l'air génial, mais ce n'est pas nécessairement toujours sournois. Il y a des dizaines d'ambassades installées dans la capitale avec l'objectif clair de coordonner les questions de politique étrangère, qui veulent toutes ouvertement promouvoir la prospérité de leur propre pays en étant présents dans la ville qui gouverne la nation la plus influente du monde sur le plan géopolitique. Il ne s'agit pas ici d'une discussion géopolitique, ni même d'un débat éthique sur le rôle de l'argent dans la politique. Le fait est que dans cette ville, il y a beaucoup d'argent en circulation et que la présence de ces entreprises, agences fédérales et ambassades génère beaucoup de dépenses et d'emplois locaux. Il ne s'agit pas seulement de politique, le réseau autour de DC a produit beaucoup de valeur ajoutée dans le domaine de la R&D, ce que l'on peut clairement constater en regardant la concentration de ces financements sur une carte des États-Unis. Sur le papier, il semble également que l'industrie technologique soit absolument florissante, employant un peu moins de 500 000 personnes avec des salaires généralement à plus de 6 chiffres.
Les plus astucieux ou cyniques d'entre vous auront peut-être remarqué que cela signifie qu'il y a presque autant de personnes travaillant dans le secteur technologique que la population totale du district. Mais tout cela prendra bientôt tout son sens. En 2018, des fonds fédéraux d'un montant de 4,64 milliards de dollars américains ont été consacrés aux dépenses de recherche et développement dans le district de Columbia, dont une grande partie dans les domaines de la médecine et de l'énergie. D'autre part, une grande partie de ces fonds est consacrée aux dépenses de défense, et l'oncle Sam n'a jamais hésité à faire valoir cette priorité. Actuellement, DC accueille 400 associations internationales et environ 1000 entreprises à capitaux internationaux. 15 d'entre elles figurent sur la liste Fortune 500. Peu importe qu'il s'agisse d'entreprises à but non lucratif, pharmaceutiques, technologiques ou militaires, si une grande entreprise ou un pays est influencé par les décisions prises à Washington, il y a de fortes chances qu'elle ait des activités importantes ici. De plus, DC étant sans doute la capitale la plus célèbre du monde, des millions de personnes viennent la visiter en tant que destination touristique populaire, ce qui en fait une industrie qui, même après la pandémie, continue d'être l'un des principaux contributeurs au PIB. Avec les musées Smithsonian, les galeries d'art et des monuments comme le Lincoln Memorial, tous emblématiques du cinéma et de la télévision, DC a réussi à employer des milliers de personnes et à rebondir de manière spectaculaire après la pandémie, plus rapidement que beaucoup d'autres centres névralgiques du monde. Tout cela semble impressionnant, et ça l'est, car cela crée beaucoup d'emplois haut de gamme qui apportent une grande valeur ajoutée dans des industries hautement techniques. Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un État, s'il en était un, DC laisserait tous ses voisins dans la poussière en termes de PIB par habitant. Mais le PIB n'est pas nécessairement une mesure de la richesse d'un endroit, c'est une mesure de sa production. Il est normalement calculé sur la base de la consommation en additionnant les dépenses de consommation, les dépenses publiques, les investissements et les exportations nettes. Mais il s'agit toujours d'une mesure de la productivité. La raison pour laquelle les économistes mesurent la consommation plutôt que la production est qu'il est impossible de placer un économiste à la fin de chaque chaîne de production ou de contrôler chaque service fourni dans une économie. Il est beaucoup plus facile d'examiner la consommation, parce que pour qu'une chose soit consommée, elle doit d'abord être produite, et des choses comme les taxes de vente et la comptabilité permettent de suivre la consommation beaucoup plus facilement que la production. Même dans ce cas, il ne s'agit pas nécessairement d'un outil parfait pour mesurer la prospérité, car les chiffres du PIB font souvent l'objet d'ajustements après les calculs initiaux. Une économie non discrète rend cette tâche extrêmement difficile, surtout dans un État où il n'y a pas de contrôle officiel sur les biens exportés et importés au-delà des frontières de l'État, comme c'est le cas pour les frontières nationales. Mais même avec ces limitations très réelles, avoir un revenu plus élevé rend normalement quelqu'un plus riche que quelqu'un avec un revenu plus faible. Mais il y a des facteurs comme la dette, la dépréciation des actifs et même la cherté de l'endroit où ils vivent qui peuvent faire que la traduction entre le revenu et la richesse est loin d'être un rapport clair. De même, une économie avec un PIB par habitant plus élevé sera normalement plus riche qu'une économie avec un PIB par habitant plus faible. Mais il est important de garder ces limites à l'esprit, en particulier lorsqu'il s'agit de valeurs aberrantes comme Washington DC. Enfin, le succès de Washington DC sur le papier peut se résumer en deux mots, la triche. La capitale des États-Unis est l'un des lieux les plus convoités par les personnes et les entreprises les plus puissantes du monde, ce qui a un impact considérable sur les citoyens ordinaires qui vivent à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la ville. Au cours de l'année fiscale 2023, le nombre de passagers transportés vers et depuis la frontière de la ville, selon le réseau de l'autorité de transit, s'élevait à environ 231 millions, un chiffre énorme, mais qui n'est même pas totalement remis de son impact pendant la période de Covid. Cela signifie qu'une grande partie des individus produisant de la valeur dans le district ne sont pas comptabilisés dans sa population, ce qui fausse radicalement les mesures du PIB par habitant et complique la tâche des économistes lorsqu'ils tentent de déterminer comment le PIB d'un État ou d'un pays comme celui-ci devrait être interprété. Nous avons déjà abordé ce sujet dans notre vidéo sur le Luxembourg, une autre économie dont le PIB est presque inexplicablement élevé. Nous ne voulons donc pas trop nous répéter ici. Mais les calculs de base sont les suivants. Le PIB par habitant est calculé en divisant la production économique totale par la population. Si des personnes viennent dans la ville pour contribuer à la production économique mais repartent à la fin de la journée, elles ont contribué au numérateur ici, mais elles ne sont pas comptabilisées dans le dénominateur là, ce qui fait que le chiffre obtenu est plus élevé.
Alors que le PIB par habitant peut être fiable dans la plupart des cas, cette mesure, parfois vulnérable, fait croire aux gens de l'extérieur que des endroits comme Washington et le Luxembourg sont beaucoup plus productifs qu'ils ne le sont en réalité. Dans le cas de DC, cela peut être poussé à un extrême ridicule si l'on considère The Mall, la banlieue originelle de DC, qu'il ne faut qu'1 heure et demie pour parcourir à pied. Il est rempli de plusieurs milliers d'employés techniques, accueille environ 25 millions de touristes chaque année et génère des milliards de dollars d'activité économique. Mais il n'abrite techniquement que 2 personnes à l'heure actuelle, le président Joe Biden et la première dame Jill Biden. Elle rapporte près de 30 milliards de dollars par personne, ce qui signifie que si cette banlieue était une entité à part entière, elle serait plusieurs millions de fois plus productive que la plupart des économies nationales. Il s'agit évidemment d'un exemple stupide, mais c'est ce qui se passe, dans une moindre mesure, dans le reste du district. Ce que tout cela signifie, lorsqu'on examine une carte de ce district de 15 km², qui s'est depuis rétréci avec la restitution de certaines terres à la Virginie, c'est que l'économie locale s'étend bien au-delà de la frontière présentée lorsqu'il s'agit des paramètres utilisés pour rendre compte de sa richesse. Une richesse qui, lorsqu'on examine la structure interne de DC elle-même, ne profite vraiment à personne. Et cela a beaucoup à voir avec la façon dont Washington DC est structuré. Bien qu'abritant la plus haute fonction du pays, Washington DC n'a pas le contrôle total de son propre budget. Le district n'est pas un État, il n'est techniquement pas situé à l'intérieur d'un État. Et pourtant, on attend de lui qu'il gère de nombreux programmes qu'un État gérerait normalement, tout en ayant moins d'autonomie que prévu. La plupart des pouvoirs ultimes, qui reviennent traditionnellement aux États, sont confiés au Congrès des États-Unis. Si le maire de DC, qui a également été choisi à l'origine par le Congrès, devait signer une loi, le Congrès pourrait la rejeter dans un délai de 30 jours, et il détient également l'autorité sur une bonne partie de son budget. Cela peut sembler symbolique, ou quelque chose qui n'arrive pas souvent, mais le Congrès utilise cette fonction chaque fois que la majorité n'approuve pas certaines politiques. Ce qui est symbolique, ce sont les gestes que le Congrès a faits à l'égard du district en réponse à un tollé régional en faveur d'une représentation, avec des offres symboliques comme la loi sur les délégués du district de Columbia, qui permet simplement aux résidents d'élire quelqu'un qui peut siéger à la Chambre des représentants, sans aucun pouvoir de vote sur la politique à suivre. Il est possible que tous les handicaps susmentionnés ne soient pas vraiment un problème si ce morceau de terre n'était qu'un avant-poste gouvernemental entièrement consacré à l'élaboration et à la gestion des politiques. Mais cette ville compacte compte aujourd'hui près de 700 000 résidents officiels, dont beaucoup sont touchés sans même faire partie de DC pour commencer. Des gens qui travaillent tous les jours et qui ne sont pas représentés d'une manière qui leur permettrait de contrôler leur avenir politique ou financier, c'est quelque chose qui, quelle que soit la position de chacun sur la question, ne peut qu'engendrer des disparités massives. Et c'est là que les problèmes économiques de plus en plus graves font surface. Encore une fois, si Washington était un État à part entière, malgré toute sa richesse en papier, il aurait l'un des taux de pauvreté les plus élevés du pays. Et bien que ce taux ait récemment commencé à baisser, ce n'est pas exactement l'idéal dans une région qui se présente comme un point de repère pour le pays, construit sur des opportunités équitablement réparties pour tous. De l'espérance de vie au revenu moyen par ménage, le contraste est saisissant lorsque l'on compare les résidents les plus riches aux groupes minoritaires en particulier, dont la plupart vivent au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, les paramètres susmentionnés, qui faussent le PIB par habitant de Washington, ont également un impact plus sombre lorsqu'il s'agit de représenter l'inégalité régionale. En effet, lorsque l'on parle de disparité de richesse à Washington, cela devrait s'appliquer autant aux personnes qui se rendent dans le district pour y travailler qu'aux résidents. D'étranges technicités économiques font paraître Washington plus riche qu'elle ne l'est en réalité, mais elles la font également paraître plus égalitaire qu'elle ne l'est en réalité, même si les chiffres ne sont pas vraiment flatteurs au départ. L'endroit où les gens travaillent est généralement celui où ils reçoivent leurs avantages, et ces avantages sont déterminés par un système qui échappe totalement à leur contrôle. Bien sûr, cela signifie que la situation est beaucoup plus sombre, car elle ne peut pas être notée aussi facilement avec les travailleurs plus pauvres qui vivent de l'autre côté de la frontière. Et ce n'est pas comme si des politiques ne pouvaient pas être mises en place pour réduire cette préoccupation croissante. Dans le comté de Montgomery, dans le Maryland, les taux de chômage étaient relativement bas et presque identiques, ce qui indique que divers textes législatifs pourraient être présentés afin d'obtenir des opportunités à tous ceux qui travaillent à Washington, ainsi que dans la région environnante touchée par sa présence. Mais il y a un gros problème ici, et c'est un obstacle qui est autant politique qu'économique.
DC aurait besoin de plus d'autonomie. Sans être un État, les habitants de DC ne peuvent pas être représentés, et sans pouvoir réel de se déplacer de manière indépendante sans l'approbation du Congrès, il est extrêmement difficile d'apporter des changements durables. Des dizaines de tentatives ont été faites pour modifier la Constitution afin d'accroître la flexibilité régionale, mais seules 2 propositions sont parvenues au Congrès, et sur ces 2-là, aucune n'a été adoptée par le Sénat. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une question complexe. Bien sûr, les subtilités des divers intérêts politiques ne sont pas notre spécialité ici, mais les conséquences économiques sont parfois inévitables. D'une manière presque poétique, la capitale de la plus grande économie du monde est une représentation distillée de tout ce que cette économie réussit et de tout ce qu'elle ne réussit pas. Elle est incroyablement riche et puissante, mais elle a des problèmes réels qui sont difficiles à résoudre et rendus encore plus difficiles par une longue liste de détails techniques. Il est maintenant temps de placer Washington DC sur le tableau de bord de l'économie expliquée pour voir comment elle se situe par rapport aux États qu'elle représente et aux économies nationales entières. En commençant comme toujours par la taille, la région de Washington DC a un PIB de 145 milliards de dollars. Ce chiffre serait bien plus élevé s'il incluait la zone métropolitaine environnante, mais il s'agit de la meilleure estimation de la production à l'intérieur des frontières techniques du district. Malgré tout, cela donne à cette petite région une production économique similaire à celle des nations du Maroc et de la Slovaquie et lui vaut un 6 sur 10. Le PIB par habitant, comme nous l'avons déjà exploré en détail dans cette vidéo, est absolument le meilleur du monde, surpassant tous les pays du monde, y compris Monaco qui triche de la même manière et qui est célèbre pour sa richesse. DC obtient un 10 sur 10. La stabilité et la confiance sont les mêmes. C'est la capitale nationale de la plus grande économie du monde. Et malgré ses problèmes locaux, elle n'ira nulle part à moins que quelque chose ne se passe sérieusement mal dans l'économie mondiale. 10 sur 10. La croissance a été plutôt forte, même si, sans surprise, elle est conforme à la moyenne nationale des États-Unis, ce qui est logique étant donné que l'économie de Washington dépend en grande partie de la gouvernance de l'économie au sens large. Cela étant dit, la croissance américaine a été remarquable par rapport aux normes mondiales, en particulier pour une économie avancée, de sorte que DC obtient un 8 sur 10. L'industrie est manifestement très forte et très technique. Ses cabinets d'avocats, ses groupes de réflexion, ses universitaires, ses entreprises et ses sièges gouvernementaux existeraient-ils si ce n'était pas l'endroit où les décisions politiques sont prises ? Il est presque certain que non, mais heureusement pour DC, elle ne perd que quelques points parce que ces industries ne sont techniquement pas très importantes et que les exportations se font principalement sous la forme de décisions politiques. Il obtient un 7 sur 10. Au total, le district de Columbia obtient 8,2 sur 10, ce qui le place au milieu du classement des États et en haut du classement national. Si vous voulez savoir comment la Californie s'en est si bien sortie malgré sa très longue liste de défis urgents, vous devriez pouvoir cliquer sur cette vidéo sur votre écran maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!